Ici, on parlait de vos droits. Si vous êtes un travailleur ou une travailleuse du Québec, il y a plusieurs lois qui viennent vous protéger. L'idée en arrière de ça, c'est d'éviter les travers d'un marché du travail qui serait complètement libre et complètement déréglementé, comme par exemple l'esclavage ou la discrimination. L'idée en arrière, c'est que pour le législateur, le travail, c'est pas une marchandise comme une autre. C'est vrai, on ne vend pas du papier ou des meubles ici, mais une force de travail qui nécessite un être humain. Bon, le législateur n'a pas décidé comme ça, gratuitement, de donner aux travailleurs et aux travailleuses des droits. Hein. C'est le fruit d'une lutte, notamment syndicale, qui a mené à l'adoption des normes du travail qu'on connaît aujourd'hui, puis de différents droits pour les travailleurs et les travailleuses. D'ailleurs, c'est une lutte qui est toujours d'actualité, mais je vous propose qu'on en reparle une autre fois. Le droit du travail sert à protéger les travailleurs et les travailleuses des abus, notamment de leurs employeurs. Ça vient toucher plein de choses, puis ça vient assurer un minimum de qualité et de dignité au travail. On va parler par exemple de retraite, de salaire, de santé et sécurité au travail, ou même de retrait préventif des femmes enceintes de leur milieu de travail pour assurer leur sécurité. Mais une loi, même si elle est parfaite, ne sert pas à grand-chose si elle n'est pas parfaitement appliquée par l'État ou si les travailleurs et les travailleuses qui sont les principaux concernés ne la connaissent pas et ne savent pas comment elle s'applique. Dans ce cas-là, la loi reste théorique puis non pas pratique comme elle devrait l'être. Donc, pour essayer de remédier à ça, je vous propose qu'on regarde ensemble une des lois les plus importantes dans la matière du droit du travail au Québec, soit la loi sur les normes du travail. Une des premières choses à regarder quand on regarde une loi, ça va être dans les définitions. Bon, je sais, c'est pas l'affaire la plus palpitante du monde, mais c'est souvent là qu'on va pouvoir voir à qui s'adresse la loi. Hein? Qui est protégé par la loi sur les normes du travail? Vous pensez peut-être que c'est facile et que c'est clair, mais attention, c'est pas toujours évident. Par exemple, un stagiaire qui fait un stage dans lequel il travaille, est-ce que c'est protégé par les normes? On va pouvoir regarder ça. Selon les normes du travail, un salarié est une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire. Bon, là ensuite, il y a d'autres expressions, mais ça ne nous regarde pas beaucoup. Donc, pour être un salarié au sens des normes du travail, il faut réunir trois choses. Être une personne qui travaille pour un employeur et pour un salaire. Donc, dans notre exemple ici, notre stagiaire n'est pas couvert par la loi sur les normes du travail. Là, vous allez dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, ils n'ont aucune protection, ces gens-là. Je vous rassure, les stagiaires ont des protections reliées à la loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail, qui est d'ailleurs un gain historique du mouvement étudiant, effectué il y a quelques années. C'est pour ça que c'est important de regarder les définitions pour savoir qui est protégé par quelle loi. Toujours dans l'optique de comprendre à qui s'appliquent les normes du travail, il faut regarder les articles 2 et 3. Bon, l'article 2 vient en gros dire que les normes s'appliquent aux salariés qui soient au Québec ou à l'extérieur. Rien de très palpitant pour nous aujourd'hui. Plus intéressant, c'est l'article 3 parce qu'il vient dicter certaines exceptions. Donc, des gens qui pourraient avoir la définition de salariés, mais qui ne sont pas considérés comme salariés dans les normes du travail. Par exemple, dans le deuxième alinéa, on vient dire que la personne qui assure la garde d'un enfant est exclue. Bon, c'est qui ça? C'est quand vous embauchez votre petit voisin pour garder vos enfants pendant une soirée, le petit voisin, il n'est pas considéré comme un salarié, puis les normes du travail ne s'appliquent pas à cette personne-là. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des fois, le gardiennage n'est pas payé au salaire minimum, mais à un montant forfaitaire, souvent selon le nombre d'enfants. Bon. Plus loin, au troisième alinéa, on vient exclure les employés et les travailleurs et les travailleuses de la construction. Non pas que ces gens-là n'ont aucune protection, en fait, on considère au Québec que l'industrie de la construction est tellement particulier qu'il mérite ses propres normes minimum dans d'autres lois que les normes du travail. Cela étant dit, on les exclut de l'ensemble des normes à quelques exceptions près. Par exemple, on vient considérer qu'ils ont aussi droit, comme les autres, à un environnement de travail exempt de harcèlement. Puis plus loin, un peu plus intéressant, à l'alinéa 6, on vient exclure aussi les cadres supérieurs des normes du travail, parce qu'on considère que cette catégorie-là n'a pas besoin des mêmes protections. Attention, comme pour la construction, les cadres supérieurs ont droit à certaines protections des normes du travail, comme toujours, par exemple, la protection contre le harcèlement au travail. Maintenant que vous savez que les normes du travail s'appliquent dans votre cas, on va regarder ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire les normes en elles-mêmes, le droit à ce qui vient vous protéger. Première chose qu'on va regarder ensemble, ça va être le salaire. Oui, parce qu'il faut dire que les gens travaillent en premier lieu pour le salaire, ce ne sont pas des bénévoles. La première chose à dire sur le salaire, c'est qu'il y a un minimum. Il y a un salaire minimum au Québec qui est dicté à 16,10 $ si vous êtes au taux général ou à 12,90 $ si vous êtes considéré comme un salarié à pourboire. Puis là, je vous vois.
pourriez me dire, ben là, Alexis, y a-t-il vraiment autre chose à dire sur le salaire minimum que le taux en lui-même? Ben oui, parce que le législateur a considéré que les salariés payés au salaire minimum étaient plus vulnérables, donc il a décidé d'édicter et de clarifier certaines situations. Bon, je vous vois venir. Vous allez me dire peut-être que la meilleure manière de protéger les travailleurs et les travailleuses au salaire minimum, ben, c'est justement de leur donner un salaire minimum qui est plus élevé et décent. Puis franchement, je suis très d'accord avec vous. Mais je vous propose qu'on se concentre plutôt sur les aspects légaux pour aujourd'hui. Une de ces protections est indiquée à l'article 41 des normes du travail, qui se lit comme suit. Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que votre employeur n'a pas le droit de vous payer en dessous du salaire minimum en ayant comme argument qu'un autre avantage que le salaire vous porterait au-dessus ou égal au salaire minimum. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Admettons que vous êtes travailleur dans une chaîne de restauration rapide quelconque, puis que vous travaillez 20 heures par semaine pour un total de 80 heures par mois. Et votre employeur vous paye 15 de l'heure, soit 1,10 en dessous du salaire minimum. Mais qu'à côté, il vous offre une voiture de fonction pour vous rendre au travail puis que vous pouvez utiliser là, dans votre vie de tous les jours, qui, elle, vaut 700 par mois. Mais si on rapporte la valeur de l'automobile que votre employeur vous paye au taux horaire que vous travaillez là-bas, on parle d'un gain d'à peu près 8,75 $, ce qui viendrait porter le total de votre salaire, en comptant l'avantage de l'automobile, à 23,75 $, ce qui est bien au-dessus du 16,10 $ du salaire minimum. Ben, malheureusement, ça serait illégal. En fait, votre employeur, même si vous faisait vivre, même si vous payez votre appartement, votre nourriture, votre voiture, peu importe, ne peut pas vous payer moins que le salaire minimum. C'est simple, le salaire minimum doit être payé. Plus loin, l'article 85 vient stipuler que lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement, ben, il doit le fournir gratuitement aux salariés payés au salaire minimum. L'idée, là, c'est que l'employeur ne vous donne pas une charge de l'entreprise, qui est le vêtement ici, pour vous faire passer sous le salaire minimum. Donc, si vous êtes au salaire minimum, on doit vous fournir gratuitement vos vêtements de travail s'ils sont exigés par l'employeur. On va même aller plus loin. On va dire que l'employeur ne peut exiger une somme d'argent d'un salarié pour l'achat, l'usage ou l'entretien d'un vêtement particulier qui aurait pour effet que le salaire reçu soit moins que le salaire minimum. Donc, si votre employeur vous oblige à entretenir vous-même votre vêtement, par exemple en réparant un trou ou en réparant une couture, mais que vous êtes très près du salaire minimum et que cette dépense-là vous ferait aller en dessous du salaire minimum, bien, c'est illégal. C'est très clairement indiqué à l'article 85. Je vous rassure aussi, hein, il est écrit dans le même article qu'un employeur ne peut exiger d'un salarié une somme d'argent pour payer des frais reliés aux opérations puis aux charges sociales de l'entreprise. Bref, vous comprenez maintenant que votre employeur a l'obligation de vous payer soit 16,10 $ de l'heure pour le taux général ou 12,90 $ pour le taux à pourboire. Puis il doit vous le payer, là. Hein? Là, je vous vois tout de suite. Vous me dites, ben là, Alexis, si le taux à pourboire est si peu cher, ben mon employeur va simplement mettre un petit pot pourboire à la caisse et me payer moins cher que les autres. Je vous rassure, c'est indiqué clairement dans le règlement sur l'homme du travail, non pas la loi, mais le règlement, une petite phrase législative, qu'il y a seulement 4 situations précises pour être considéré comme un salarié à pourboire. Sinon, on est dans le taux général. Les 4 situations sont, en premier lieu, dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, si vous travaillez dans un établissement qui reçoit des touristes pour faire du profit, vous pourriez être payé au taux à pourboire. Il y a ensuite dans les bars, donc tous les endroits où on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place. Il y a ensuite, si vous vendez des mets à manger à l'extérieur, vous pouvez être considéré comme à pourboire. Puis finalement, en restauration, avec une certaine exception cependant, si vous êtes en restauration, vous êtes payé à pourboire. Mais si vous êtes en restauration où le principal revenu de l'entreprise, c'est de vendre à des comptoirs de la nourriture pouvant être mangée sur place ou emportée, bien on vient vous exclure, vous êtes donc payé au taux général. Comprenez donc que les gens qui travaillent dans des fast-foods, par exemple, ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs et des travailleuses à pourboire. D'ailleurs, il est très important de respecter ce que le règlement sur les normes du travail vient dicter ici. C'est seulement et seulement si vous êtes dans une de ces 4 situations que vous pouvez être payé à pourboire. Si jamais vous vous rendez compte au travers de notre discussion que vous êtes payé à pourboire et que ça ne devrait pas être le cas, je vous invite vivement à aller voir la CNESST.
Parce qu'en effet, c'est illégal, puis un employeur qui pourrait être coupable de ne pas vous avoir payé le taux général pourrait être condamné, puis même être condamné à vous payer les salaires que vous êtes dus. Parce que dans les normes du travail, un article d'un contrat ou d'un travail qui est contraire aux normes est considéré comme n'ayant jamais existé. Donc, un petit appel à la CNESST s'impose. Parlant de CNESST, j'ai indiqué plus tôt que votre employeur n'avait pas le droit de vous charger pour des frais reliés à l'exploitation de son entreprise. Bon, ça englobe plusieurs choses, mais notamment, il y a les frais de carte de crédit, par exemple. Donc, si votre employeur vous fournit une carte de crédit dans le cadre de votre travail, il n'a pas le droit de vous facturer les frais d'administration reliés à la carte de crédit. Si vous avez des pertes dues au vol à l'étalage, par exemple, bien, il n'a pas le droit de vous charger pour ça, c'est à l'employeur de payer. Les bris de matériel, donc si vous échappez par accident une assiette lors de votre service, c'est pas à vous de payer, c'est à l'entreprise. Et selon la CNESST, c'est aussi le cas pour les erreurs de caisse. Donc si vous avez un patron qui a tendance à vous charger pour les erreurs de caisse, ou pire encore, pour les clients qui partent sans payer, bien c'est illégal. Puis je sais que c'est monnaie courante dans la restauration notamment, mais ça reste que c'est illégal. Je vous invite vivement à aller constater la CNESST. Ils vont pouvoir vous aider puis vous soutenir là-dedans pour faire appliquer votre droit parce que vous avez le droit à être traité de la bonne manière. Puis c'est à votre employeur de couvrir ces frais-là d'exploitation de l'entreprise, pas à vous. Parlant de choses qu'un employeur n'a pas le droit de faire, on regarde l'article 41 des normes du travail qui indique qu'un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d'emploi, notamment parce qu'il travaille habituellement moins d'heures par semaine. Cet article-là, il est intéressant. Il vient protéger les travailleurs et les travailleuses à temps partiel qui pourraient être défavorisés face aux travailleurs à temps plein. Comprenez bien l'essence de cet article-là. Un travailleur à temps plein va toujours faire plus d'argent qu'un travailleur à temps partiel, ne serait-ce que parce qu'il travaille plus d'heures par semaine. Cela étant dit, on n'aurait pas le droit de donner un taux salarial plus élevé à un travailleur ou une travailleuse pour la seule raison qu'il est à temps plein comparé aux autres travailleurs qui sont à temps partiel. C'est vrai, l'idée ici, c'est qu'à travail égal, salaire égal. Donc un employeur qui mettrait en place une prime à la disponibilité pour travailler 40 heures par semaine, ce serait une prime qui serait considérée comme illégale au vu de 41.1. Puis d'ailleurs, en parlant de protéger les travailleurs, plus loin, à 41.2, on vient dire qu'on n'a pas le droit de payer moins cher des travailleurs d'une agence qui font les mêmes travails que les autres. L'idée ici, c'est pas de donner une espèce de deux classes de travailleurs, la classe de l'entreprise puis la classe d'agence qui serait payée moins cher que les autres. Donc l'article 41.2 vient protéger ces travailleurs et ces travailleuses. Plus loin, à l'article 49, qui est très intéressant, on vient parler des retenues sur le salaire. On indique ici qu'un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre employeur ne peut pas obliger une retenue salariale unilatéralement. Il n'a pas le droit. Les seuls moments où il peut le faire sont indiqués dans l'article. Cela étant dit, il est possible d'avoir une retenue sur le salaire d'une autre manière, qui est celle d'une entente écrite avec le salarié qui indique clairement la nature du pourquoi on fait une retenue, le montant puis le moment où ça va s'arrêter. Mais attention, il est aussi indiqué que le salarié doit avoir le droit de se retirer de cette entente-là à tout moment. Toujours en parlant du salaire, un petit peu plus loin, à l'article 50, on parle des pourboires. Puis en gros, ce qui est important de retenir pour les pourboires, c'est que le pourboire appartient au travailleur ou à la travailleuse qui a effectué la prestation de travail qui est reliée à un pourboire. On ne peut pas imposer un partage des pourboires dans une entreprise de manière unidirectionnelle par l'employeur. Comprenez-moi bien, il est possible de faire un partage de pourboires, mais ça doit être le fait des travailleurs avec leur employeur et c'est aux travailleurs d'accepter cette disposition-là. D'ailleurs, il est toujours plus facile de le faire lorsque le milieu est syndiqué parce que le syndicat peut mettre ça en place dans la convention collective, par exemple. Vous comprenez mieux maintenant les aspects légaux reliés à votre salaire que vous recevez à toutes les 2 semaines grâce à une autre norme des normes du travail qui indique que vous devez recevoir votre salaire à intervalles réguliers ne dépensant pas 16 jours. L'idée de cette norme-là, c'est que vous receviez votre salaire en temps et en heure et de manière régulière, pour pas que la mauvaise gestion de votre employeur sur sa trésorerie, par exemple, ne vous impacte. C'est une obligation légale de vous payer dans ces délais-là. Mais bon, c'est pas là que je voulais en venir. Lorsque vous êtes payé à toutes les 2 semaines, vous recevez un document qui est très important qui s'appelle votre talon de paye.
Il est important parce que là-dedans, il va indiquer plein de choses, notamment votre nom, le nom de votre employeur, le nombre d'heures payées au taux régulier ou à taux supplémentaire, le nombre d'heures payées par congé compensatoire si jamais c'est votre cas, les détails des primes ou indemnités qui vous sont versées, le taux salarial auquel vous êtes payé et le montant et la nature de toutes les déductions, puis finalement, votre fameux salaire net versé. Bon, je comprends qu'il est tentant de s'arrêter au salaire net, d'empocher, puis de vivre sa vie. Mais il est important de bien lire, de bien comprendre votre talon de paye. C'est lui qui vous permet de vous assurer que votre employeur respecte votre droit relié à votre salaire puis que vous êtes dûment payé de la bonne manière. Donc, prenez le temps de le lire au moins une fois. Puis si vous avez des questions, parlez soit à votre délégué syndical si c'est votre cas ou aux personnes des ressources humaines. Mais n'hésitez jamais à poser des questions. C'est essentiel de comprendre ce document-là pour être sûr que votre employeur ne vous en passe pas une petite vite. Puis d'ailleurs, le fait de recevoir, d'accepter de l'argent ou de signer un talon de paye, ça ne veut pas dire que vous acceptez son contenu. Ça veut juste dire que vous avez reçu le montant net versé indiqué sur le talon de paye. Une fois que vous avez votre argent, vous avez 1 an pour contester la validité de ce contenu-là en disant « Hey, il aurait dû me payer à taux supplémentaire cette fois-là selon ma convention collective » ou « Hey, il aurait dû me payer selon telle entente qu'on a eue. » Bref, vous avez 1 an pour faire vos plaintes à ce niveau-là. Mais ne tardez jamais quand vous voyez un problème sur votre talon de paie et allez voir directement la CNESST en cas de problème. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui touchait au salaire. Cela étant dit, c'est pas terminé. Il nous reste plein de choses à découvrir et à comprendre ensemble, que ce soit sur les congédiements avec cause ou sans cause juste et suffisante, que ce soit sur la syndicalisation, que ce soit sur la santé sécurité au travail. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles discuter là-dedans. Mais je vous rappelle que les discussions qu'on a ici ensemble, ce ne sont que des explications générales du droit. Moi, personnellement, je ne suis pas un avocat, je ne peux pas vous faire des conseils juridiques, puis c'est pas ma prétention. Cela étant dit, si vous avez découvert ou avez l'impression que votre employeur ne respecte pas votre droit, je vous invite vivement à contacter la CNESST. Eux autres, ce sont de vrais experts qui vont pouvoir discuter avec vous, puis mieux vous expliquer c'est quoi les recours que vous pouvez entreprendre. D'ailleurs, si vous trouvez que vos conditions de travail ne sont pas suffisantes et que vous souhaitiez les améliorer, la meilleure manière de faire, je pense effectivement que c'est de se syndiquer. D'ailleurs, si vous voulez vous syndiquer, je vous invite à contacter la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, au 1-800-947-61-77. C'est des experts, vos demandes sont traitées de manière anonyme, puis donc votre employeur ne sera pas au courant que vous avez commencé ces démarches-là, mais c'est une très bonne manière de commencer à se faire respecter puis d'améliorer ses conditions de travail. Donc bref, je vous souhaite une très bonne journée ou une soirée, tout dépendant de l'heure où vous regardez. Et on se dit à la prochaine!